Salut la team, salut la team. Salut à vous, salut la classe. Salut l'équipe. Salut le membre, salut à vous tous. C'est une bonne matinée. Alors comme d'hab, je vous offre ce matin votre breakfast. Breakfast. Le petit déj du matin est là, avec votre humble serviteur Google, toujours en connexion. Salut à vous. Alors, vous allez me poser la question, quoi de neuf? Ah, je manque jamais des sujets, les gars. J'en ai beaucoup, de milliers de sujets dans ma tête. Et vous en faites pas. Merci à ceux qui m'envoient des salutations. C'est très poli. Merci à vous. Je suis reconnaissant. Merci à vous, merci l'équipe, merci la famille. On est là. Alors, aujourd'hui, on va se poser des questions et on aura à la fois des réponses. OK? Il y aura des questions et on aura aussi des réponses. Et hier, je vous ai parlé... c'était quoi le sujet? Hier, c'était sur l'inscription académique. Est-ce qu'un homme qui est venu en France avec un visa touristique peut-il avoir une inscription au niveau de la fac? Je vous ai tout expliqué hier. Je vous ai tout expliqué. Tu peux avoir une inscription. Mais il y a des conditions qui ne sont pas miraculeuses. Et voilà, qui ne sont pas miraculeuses. Il y a des conditions, si tu les respectes, et puis voilà, tu auras l'inscription. Mais tu auras plus d'avantages. Parce que si tu arrives avec un visa touristique, il faut que tu sois hébergé. Il faut que tu sois hébergé. C'est l'hébergeur qui prendra tous les charges sur toi. Voilà, pour que la préfecture vous accorde le titre de séjour. Mais quelqu'un qui est venu en France avec un visa d'études, lui, il n'a rien à chercher. Il n'a qu'à avoir l'autorisation d'inscription au niveau de son ambassade qu'on appelle le lettre verbale. Donc, il a seulement besoin d'une lettre verbale au niveau de l'ambassade et puis tout est joué. Tout est joué. Il y a déjà sa carte de séjour qu'il attend au niveau de l'OFI. Lui, il n'a pas beaucoup de problèmes, il n'a pas beaucoup de démarches à faire. Et directement à la fac, à l'université. Alors, il y avait André qui m'a posé la question, qui est au Cameroun. Il me dit, Google, combien coûte le Minerval au niveau des universités en France? Alors, ça dépend. Alors, ici, il y a des facultés de métiers. Ce sont des instituts supérieurs qui en charge de métiers, c'est-à-dire tout ce qui est électricité, plomberie, mais au niveau supérieur. Le Minerval varie entre 400 et 500 euros la trimestre. 400 et 500 euros la trimestre. Donc vous faites les calculs pour 3 trimestres et vous avez plus ou moins 1500 ou 1600 euros à payer. Et bon, si vous n'avez pas quelqu'un à vous héberger, donc là il faut payer aussi une chambre à côté à plus ou moins 400 euros. Oui, à plus ou moins 400 euros le mois. Donc, c'est pas facile. Mais du coup, il y a des gens, comme je vous ai expliqué, il y a des étudiants qui font de petits jobs à mi-temps. Pas seulement pour gagner l'argent, mais pour avoir de fiches de paye. Parce que ça leur servira de changer de statut, de quitter le statut étudiant et à un résident. Vous comprenez ce que je dis? Alors, il y a plusieurs manières d'avoir de papier en France, soit par le mariage, soit par l'ancienneté, votre ancienneté ici en France, plus ou moins 10 ans. Après 10 ans, la France peut vous accorder un titre de séjour d'1 année, à condition que vous ramenez
tout le papier qui font de preuve que vous avez vécu en France pendant ces 10 ans, tels que les factures, les impôts 0,0 parce que vous ne travaillez pas, mais vous déclarez quand même des impôts 0 €. Parce que les impôts sont des dixièmes de votre revenu. C'est-à-dire quand vous gagnez 1 000 €, on vous retire 100 €. C'est-à-dire les 10 dixièmes de votre paye. C'est ça les impôts. Alors, et tous ces papiers, vous avez acheté un billet de train, vous ramenez des justificatifs. Tout ça, ils vont vous demander, il y aura une personne qui va essayer d'examiner un à un, jusqu'à ce qu'il va dire, bon, ce monsieur vraiment, malgré le 10 ans qu'il n'avait pas de papier, il a quand même resté ici en France pendant ces 10 ans, on lui donne un titre de séjour d'1 année. Alors, soit vous faites le mariage avec une personne qui a la nationalité française ou qui a le statut de réfugié. Peut-être qu'il y a une carte de résidence de 10 ans. Mais à condition que vous vivez avec cette personne-là pendant 5 ans. Vous comprenez? Vous viviez avec cette personne-là pendant 5 ans maximum. Avec de preuves. Hein? Soit pendant 3 ans, vous étiez en concubinage. Donc vous êtes parti en mairie et vous avez fait un mariage de concubinage. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le vrai mariage, mais c'est un symbole que vous êtes ensemble. Soit vous avez un enfant avec une personne qui a la nationalité et cet enfant-là vous donnera les droits d'avoir le papier. Vous comprenez ce que je dis? Alors, vous allez me poser la question, mais Google, comment toi tu as eu de papier? Bon, moi du coup, c'est un peu complexe ou compliqué. C'est un peu compliqué parce que du coup, j'ai eu mes papiers qui en 2017. Pas si loin. Hein? J'ai eu mes papiers qui en 2017. Mais comment ça? Tu es en France depuis quand? Mais non, moi je ne suis pas en France depuis longtemps. Je ne suis pas en France depuis longtemps. Tu te trompes de personne. Moi, c'est à peine que je suis venu en France. Voilà. Moi, je ne suis pas en France depuis longtemps. Je ne suis pas des gens là qui disent ça fait 20 ans que je suis en France. Non, non, non. Moi, je suis venu en France pas longtemps. Pas longtemps. J'étais en Afrique, comme tous les autres. Et j'ai fait de mon mieux pour venir vivre en France avec ma famille, ma femme, mes enfants. Et voilà, j'ai réalisé quand même mon rêve. Dieu merci. Moi, j'ai eu mes papiers en 2017, derrière mes enfants. Voilà, parce que du coup, je ne pouvais pas avoir de papiers parce que je n'étais pas un demandeur d'asile. Vous voyez, je n'étais pas un demandeur d'asile. Je n'avais pas le statut de réfugié. Alors, j'ai patienté que ma première fille puisse aller à l'école. Et quand ma première fille est allée à l'école, c'est-à-dire à l'école maternelle, je suis allé à la mairie demander tout ce qui est papier de scolarité, tout et tout. Et j'ai fait un dossier. Alors vous allez me demander c'était quoi le dossier? Bon, le dossier c'était d'abord l'ancienneté. Après 5 ans de la France, vous pouvez demander des papiers si vous avez eu des enfants en France. Oui, moi j'ai eu une fille. Alors ça me permet d'aller demander les papiers, les gars. Ouvrez les yeux. Alors, les jours-là, je suis allé, ils m'ont dit non, il manque un papier. Et il faut que tu ramènes encore un papier. À l'époque, et on faisait la quai la nuit. Je ne te dis pas que la journée, la nuit. On passait la nuit. Donc, la nuit, devant la préfecture était fermée. Nous, on était dehors pour avoir la première place la journée à partir de 9h. Donc, de 0h, on était là. Et ça tombe toujours. C'est l'hiver.
Ça tombe toujours, c'est pendant l'hiver où ça caille, il y a des gens qui ramènent leur voiture, ils sont bien dans le chaud, mais nous, on n'avait pas de voiture ni permis à l'époque. Les gars, nous, on a connu la France. Vous, vous êtes venus en France, il y a ta tante, ta mère, je ne sais pas, ton père, ton cousin, qui te reçoit, qui te met dans une chambre chauffée, qui te donne à manger, et parfois t'achètes une paire de baskets. Dis merci, hein? Dis bismillah. Les gars, dis bismillah, je te dis. La France, t'as déjà pleuré dans la toilette. Je te pose la question, t'as déjà pleuré dans la toilette? Les gens pensent que là, t'es en train de faire ton grand besoin, or que non, t'es assis sur la cuvette et puis tu pleures. Tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu pleures parce que tu vois ni la perspective de demain. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution sur ton demain. Tu ne sais même pas est-ce que tu auras des papiers. Tu ne sais même pas est-ce que il y a plein de question tag que tu n'arrives pas à résoudre. Tu n'arrives pas à résoudre. Là, c'est encore rien. Lorsqu'on est mineur, ça se comprend. Parce que on n'a pas obligé de te faire la pression, tout et tout. Mais lorsqu'on est déjà majeur, 28 ans, 30 ans, bon, voilà. Soit, quand tu arrives, il te dit, bon, voilà. Soit ils te disent, c'est-à-dire femme et homme, soit couple, ils te disent, bon, voilà. Là, tu as un devoir, tu fais le ménage de la maison, tu nettoies la vaisselle, tout et tout. Tu récupères des enfants à l'école à 16h. Tu les déposes à l'école. Nous, on va changer des horaires. On va multiplier des heures supplémentaires parce que tu es rajouté dans dans nos dépenses. Et toi, tu ne comprends rien. Que tu rajoutes des dépenses familiales. S'ils achetaient 3 baguettes, maintenant, à cause de toi, ils achètent 4 baguettes. Mais tu ne comprends rien, tellement tu es idiot. Excusez les termes. Mais souvent, c'est comme ça. Les gens qui créent des désordres dans des familles, ce sont des idiots. Et tu ne comprends même pas que tu es une dépense supplémentaire de la famille. Tu es là, on t'achète une baguette, on t'achète des œufs, tu manges des œufs, tu fais même 4 œufs tout seul. 4, même au bled, tu ne faisais même pas 4. Soyons justes quand même. Au bled, 1 œuf, 2 minimum. Mais là, tu fais 4. Au lieu de se limiter par là, non, tu prends même saucisses. Tu rajoutes même des morceaux de saucisses. S'il y avait des poulets braisés, tout et tout, tu prends même des cuisses de poulet, tu rajoutes dans ton omelette. Alors, tout ça, pour toi, tu ne sais pas que ce sont des dépenses que les propriétaires de la maison, qui sont tes beaux-frères, qui sont tes sœurs, qui sont tes cousines, rajoutent à leurs dépenses. Toi, tu ne comprends rien. Oh non, ils me donnent des tâches d'aller récupérer les enfants. Et moi, j'en ai marre. Hein? Moi, je n'étais pas venu en France pour récupérer les enfants à l'école. Alors, dis-moi, tu veux faire quoi en dehors de ça? Tu utilises l'eau. Tu sais combien coûte la facture d'eau? Tu utilises les gaz. Tu sais combien coûte les gaz? Je vais vous raconter une histoire d'une femme. Je ne peux pas l'appeler une fille. Une femme ivoirienne qui avait une amie ici en France, à Amiens. Alors, elle dit à sa copine, non, là, j'arrive en France, tu me reçois, je vais vivre chez toi, tout et tout. Vraiment, tu es mon ami d'enfance, je sais bien que tu ne me déçois pas. Elle me dit, non, t'inquiète, viens. Je loue une chambre en colocation, il y a un grand lit de 3 places. Viens, tu ne seras pas dessus. Alors, avant, la meuf qui est ici à Amiens croyait qu'il y a non. Les gens d'Afrique pensent que le visa, tu demandes un visa, on te donne le visa. Non. Donc elle négligeait. Elle ne pensait pas que la fille
ta copine pouvait avoir un visa de la France. Un jour comme ça, c'est sa copine qui l'appelle au niveau du Charles de Gaulle Terminal 1. Me dit, Blandine, oui, je suis arrivé, hein, comme je t'avais dit, viens me chercher à l'aéroport. Et d'ailleurs, les gars, moi je vous dis un truc. Vous qui êtes en Afrique, je vous dis un truc. Ne faites pas ça. Que tu débarques à l'aéroport, tu appelles la personne à qui tu vas vivre chez lui, de venir te chercher à l'aéroport. Tu n'es pas un gamin. Hein? Tu n'es pas un gamin. Tu n'es pas un gamin. Ne faites pas ça. Tu sais qu'en France, les gens sortent le matin, rentrent que la nuit à la maison. Et toi, tu appelles une personne à 15 h. Viens me chercher à l'aéroport. Comment on peut venir te chercher à l'aéroport? Est-ce qu'au bled là-bas, quelqu'un t'a ramené à l'aéroport de Douala ou à Yaoundé? Quelqu'un t'a ramené? Non, tu es parti toute seule. Mais comment tu appelles une personne ici? C'est comme si tu es perdu. Tu n'es pas perdu. Elle habite où? À Amiens. Mais tu demandes où je peux prendre le train de Amiens. Si tu avais quelque chose, mais ne me dis pas que tu es venu main vide. Oh, tu as quitté le bled et tu es en Europe main vide. Tu n'as même pas préparé ton voyage. Main vide. Et quelqu'un qui viendra te payer le billet de train, le billet de taxi jusqu'à la maison. Ah, vous êtes méchants, hein? Ah, donc les gars, vous ne tapotez pas. On est à 7 heures seulement depuis le début du live. Ah là, j'arrête le live, hein? Franchement. Donc depuis là, vous ne tapotez pas. Et je vois là 37 cœurs. Mais ça m'étonne. Mais si on bloque les lives, ou si on bloque mon compte, si on tapote, c'est pour sécuriser les lives. Donc je vois là, c'est à peine même, je vous ai demandé qu'on est à 180 cœurs. Ça coûte combien pour tapoter? Et je vous dis, la dame rappelle encore sa copine, le téléphone ne passe pas. 19h45, elle est toujours au terminal 1, à l'aéroport Charles de Gaulle. Ceux qui fréquentent l'aéroport Charles de Gaulle savent comment cet aéroport est grand comme la ville de Yaoundé. Cet aéroport est grand comme la ville de Casablanca. Alors, la dame commence à demander de l'aide à n'importe qui. Elle tombe entre les mains d'un Marocain qui est taximène. Elle dit, madame, bon, voilà, soit vous passez la nuit chez moi. Demain, on essaye de rappeler ta copine qui est à Amiens. Comme ça, elle vient te chercher chez moi. Parce que là, je ne sais même pas où tu vas dormir, où tu vas passer la nuit. Je te dis, madame, les hôtels de l'aéroport coûtent tellement cher, tu ne peux pas imaginer. Une nuit à l'hôtel d'un aéroport peut aller à 200 à 300 euros. Donc, ce que moi je te conseille, rester ici à l'aéroport jusqu'à 22 h. Je t'achète à manger et je te donne la nuit. Je viens te récupérer quand je finis mon travail pour te ramener chez moi. Donc, la seule solution que moi je peux t'offrir, c'est ça. Et la dame est restée à l'aéroport. Elle a eu la connexion Wi-Fi de l'aéroport. Elle est là. 23 h, le Marocain, là, le taximène arrive. Elle récupère la dame. Lui ramène chez lui. Premier jour, il rappelle sa copine qui était à Amiens. Elle ne décroche plus le téléphone. Elle ne décroche plus le téléphone. Donc la situation est devenue néfaste. La situation est devenue compliquée, tellement compliquée. La réalité que vous pensez en Afrique, que dès que vous débarquez ici en France, quelqu'un viendra aisément, comme un cheval, te récupérer à l'aéroport, te donner une chambre bien chauffée, la nourriture. Ah, voilà la réalité de notre sœur. Et le Marocain me dit, non ma sœur, tu sais, moi, je ne peux pas te garder longtemps. Ça fait déjà 4 jours que tu es chez moi. Mais tu ne me donnes même pas le sexe. Une femme avec un homme, il n'y a pas d'amitié. Tu ne me donnes même pas le sexe. Si tu veux réellement rester ici en attendant,
qu'on fasse tes démarches de papier, tout et tout, tu me donnes le sexe. Elle me dit, mais tonton, moi, t'es pas mon copain. Comment je peux te donner le sexe? Elle me dit, même avec préservatif. Parce que moi, là, étant qu'un homme, je vois une femme chez moi qui dort dans mon lit et je ne la touche pas. Tu crois que c'est quoi, là? Je te donne à manger, je te donne tout. Et la femme cède. Elle dit, mais tu achètes des préservatifs parce que je ne veux pas avoir une grossesse d'un homme qui n'est pas mon mari, qui n'est pas mon fiancé. Et le mec commence à taper tous les jours 2, tous les jours 2. Un jour, il dit, ah non, ma sœur, moi avec le préservatif là, non, ça ne tient pas. Soit j'abandonne le préservatif, soit tu quittes ma maison. Et à cet instant-là, notre sœur a compris que l'Europe, ce n'est pas ce qu'elle pensait quand elle était en Afrique. Elle a quitté la maison de ces Marocains-là pour aller vivre dans un hôtel pourri où il y a des tics qu'on appelle ici les 115 pendant 3 mois. Aujourd'hui, Dieu merci, on lui a attribué quand même une chambre de passage. Ici, on appelle ça des chambres de passage. Et elle attend la décision de l'OFPRA, si elle aura le statut de réfugié ou pas. Et toi, tu es venu en France, on t'a accueilli, chambre, eau chaude, nourriture. On te demande d'aller chercher les enfants. Bon les gars, je me limite par là. On se revoit. Merci beaucoup, merci à vous.